le podcast du Papetier de France PNP, l'émission qui décrypte le secteur de la papeterie et de l'équipement de bureau. Retrouvez tous nos épisodes sur papetierdefrance.com. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Papetier de France PNP. Je suis Marie-Caroline Mabille, rédactrice en chef du magazine, votre guide pour cette nouvelle émission consacrée au télétravail. Selon une étude publiée par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, en mars dernier, seulement 4% des Français travaillaient en distanciel en 2019. Avec la crise sanitaire, cette pratique s'est envolée, jusqu'à 27 et 28% de télétravailleurs en 2020 et 2021. Aujourd'hui, le travail dit hybride s'est normalisé, avec environ un salarié du privé sur 5 qui télétravaille régulièrement, soit 22%, et une moyenne de 2 jours télétravaillés par semaine. Or, qui dit multiplication des lieux de travail dit fourniture spécifique pour garantir l'efficacité de ses collaborateurs mobiles, mais surtout pour assurer leur confort et leur sécurité, que ce soit au bureau ou à domicile. Dès les premiers confinements, les circuits de distribution spécialisés dans l'équipement des professionnels ont senti que cette évolution dans l'organisation du travail aurait des conséquences sur leur activité. Petit mobilier de bureau, accessoires informatiques ou outils pour la télécommunication, les catalogues se sont enrichis pour adresser ces nouveaux besoins des entreprises avec l'espoir de nouveaux leviers de chiffre d'affaires. Mais en 2025, avec quelques années de recul et alors que certaines multinationales rapatrient leurs équipes dans leurs locaux, peut-on encore dire que le télétravail a créé un marché ? Pour en discuter, nous recevons Sylvie Carré, responsable pôle mobilier et aménagement pour Fiducial Office Solutions, qui évoquera avec nous la manière dont les spécialistes du bureau peuvent adresser leurs clients pro dans le cadre du télétravail. Bonjour. Et pour avoir le point de vue des entreprises et connaître la réalité de leurs pratiques, Anthony Contat, membre du bureau national et président du groupe Rhône 1 de l'ANDRH. Bonjour. Anthony Contat, pour commencer, je vous propose de nous présenter l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. Avec plaisir. Donc, l'ANDRH est une association nationale présente sur tout le territoire. C'est une association de pairs professionnels. L'objectif de l'association est de pouvoir renforcer les connaissances et créer un réseau en fait, pour tous les responsables d'une fonction RH. Au niveau national, c'est 6200 adhérents qui représentent environ 13 millions de salariés et à peu près 80% secteur privé et 20% secteur public. Une association très représentative de ce qui se passe en termes de ressources humaines dans nos entreprises françaises. La plus grande communauté de RH en France aujourd'hui, ce qui permet effectivement de pouvoir aussi prendre position ou porter notre voix sur des sujets sociétaux ou RH. Et parfois, on peut faire aussi des enquêtes qui nous permettent de faire remonter quelles sont les tendances. Et sur la question, par exemple, du télétravail, c'est des enquêtes qu'on a faites sur les dernières années qui nous permettent aussi de remonter à la fois des statistiques, mais aussi des tendances dans les entreprises. Alors justement, en tant que directeur des ressources humaines, vous distinguez le télétravail choisi et le télétravail imposé. Qu'est-ce qui différencie ces deux formes de travail à distance ? Peut-être pour commencer juste, qu'est-ce que je veux dire par télétravail imposé et choisi ? Le télétravail imposé, il peut prendre deux formes. Celui qu'on a connu pendant la période Covid, la contrainte et l'obligation en fait, de travailler de chez soi, alors que normalement on travaille au bureau, ou alors ça peut être dans les conditions en fait contractuelles, par la nature de l'activité en fait du salarié et ou l'organisation, on est contraint de travailler de chez soi. Par exemple, donc ce qu'on appelait avant le télétravail le home office, c'est ça en fait l'idée. Et donc on a certaines fonctions, par exemple quand on a des sociétés étrangères qui sont implantées en France et qui n'ont pas forcément de bureau, leurs commerciaux peuvent être en home office, donc c'est du télétravail dit imposé, parce qu'en fait ils n'ont pas le choix, ils doivent en fait travailler de chez eux. Et le télétravail choisi, ça va être le télétravail qui est proposé par l'entreprise comme une faculté avec des conditions encadrées en général par une charte, un accord, et le salarié en fait va pouvoir activer du télétravail parce qu'il est encadré au sein de l'entreprise. C'est surtout ce mode de télétravail qui a augmenté ces 5 dernières années. Exactement. C'est celui-ci qui s'est énormément déployé dans les statistiques que vous avez citées en introduction. Et c'est celui-ci aussi auquel on a dû réfléchir pour l'encadrer et savoir pour chaque entreprise, qu'est-ce que ça voulait dire ? Selon le télétravail, ça ne va pas impliquer exactement les mêmes choses quand on pense en fait au matériel, aux obligations. Parfaite transition. Si l'on en revient aux outils de télétravail, alors qu'est-ce que les entreprises doivent fournir à leurs salariés en distanciel ? Est-ce qu'il y a une réglementation ? Est-ce que dans le Code du travail, ça a été pensé ? Alors, c'est encadré au niveau des conditions de travail quand on pense au télétravail imposé. C'est-à-dire, en gros, je dois fournir en tant qu'employeur à mon salarié tous les outils de travail qui vont lui permettre d'exécuter sa prestation de travail. Donc le code de travail ne nous fait pas une liste, on est d'accord ? Il ne nous dit pas en fait jusqu'au casque ou à la souris, c'est pas le sujet. Évidemment, ça dépend des tâches à effectuer. Ça dépend du poste. Donc là, je prenais l'exemple en fait d'une fonction commerciale, mais on pourrait aussi avoir des fonctions
admin ou comptable, par exemple, en télétravail. Donc, si mon obligation, c'est de réfléchir à quels vont être les bons outils. Alors, évidemment, on a une espèce de liste de base qui est obligatoire, bien entendu. Un téléphone, un ordinateur. Et si je suis sur la partie télétravail imposée, il faut aussi que je fournisse du matériel de bureau. Il faut en fait qu'il y ait un siège, la table, le siège. Sur certaines fonctions, je vais être obligé d'aller jusqu'à l'imprimante. Destructeur de documents quand de on confidentialité. Exactement. J'ai eu par exemple, pour vous donner un exemple très récent, dans mes équipes, une RH qui était chez elle en fait à Grenoble, RH, fonction confidentielle, donc destructeur de documents. Si je suis sur le télétravail choisi, c'est-à-dire si c'est le salarié qui choisit en fait de télétravailler parce qu'il y a la possibilité dans l'entreprise, j'aurai pas les mêmes obligations. C'est-à-dire que j'ai pas en fait cette obligation de fournir tout le matériel parce que c'est le salarié qui en bénéficie et on doit s'assurer qu'il s'est organisé pour reconstruire en fait les conditions de travail. Sauf si notre accord d'entreprise cadre également la fourniture en fait de matériel. Ça dépend des entreprises. Après, il faut quand même on doit quand même s'assurer des bonnes conditions de travail. Ça ne change rien. C'est-à-dire la partie santé, sécurité, ça reste de mon obligation. Donc, je dois vérifier qu'il est en capacité en fait de retraduire son travail en termes d'efficacité, productivité et aussi de bien-être et de conditions de travail. C'était une de mes questions. Ce sujet du domicile du salarié qui n'est pas forcément adapté à des conditions de travail comme au bureau. Oui. Comment vous gérez ça en tant que responsable des ressources humaines ? Alors moi, je vais vous dire comment je le cadre moi. Dans les chartes télétravail qui ont été mises en place, il y a une obligation qui est attendue du salarié de faire une déclaration sur l'honneur que son domicile est adapté. Donc adapté, ça veut dire quoi ? Une pièce qui va permettre, effectivement, on soit sûr qu'il ait un bureau, une table, qui puisse reproduire des conditions de concentration, de calme qu'il peut avoir en fait au bureau, clairement. Et ça peut aller jusqu'à, par exemple, l'interdiction de faire du télétravail en présence en fait de membres de la famille. Les enfants, par exemple. Par exemple, de manière assez classique, a priori, je ne peux pas reproduire les conditions de travail si j'ai mon petit sur les genoux, quoi. Et en plus de cette déclaration sur l'honneur, il nous faut aussi une attestation de responsabilité, en fait, une assurance pour que on soit sûr qu'en fait les locaux soient assurés, qu'il y ait une responsabilité civile, parce qu'on peut aussi avoir des accidents de travail en fait à la maison. Ça, c'est des problèmes que vous avez vu émerger justement après la Covid ? En fait, moi, j'ai pas constaté de problème, mais par contre, on a anticipé des problèmes. Voilà, on a commencé à y penser. Voilà, on a commencé à y penser, alors qu'on ne le pensait pas forcément sur les périodes précédentes. Et surtout, ça s'est tellement multiplié qu'on a eu énormément en fait, de situations différentes. On s'est rendu compte, effectivement, au début du télétravail imposé, cette fois, par le Covid, qu'on avait des conditions de travail qui n'étaient pas du tout adéquates. Où je pouvais avoir un salarié qui est assis sur son canapé parce qu'en fait, il n'a même pas un bureau. Et donc, c'était pas du tout en fait adéquat. Et puis après, on a dû équiper. Et là, c'est aussi une de nos obligations. Comme on a fait beaucoup de distanciel, il a fallu aussi équiper en casque, être sûr que les PC et les ordinateurs puissent recevoir du son. Enfin voilà, tout ça, il fallait en fait pouvoir l'organiser. Et aujourd'hui, je trouve que là, on est vraiment stabilisé sur ces sujets-là. C'est-à-dire que c'est très bien encadré, on sait exactement ce qu'il faut faire, on a les bonnes conditions et qui permettent à la fois aux salariés de télétravailler et à l'entreprise en fait d'avoir une continuité de service. 4-5 ans après, on est arrivé à une bonne maturité. Parlons du sujet qui fâche. C'est quoi ? Qui doit prendre en charge cet équipement ? Est-ce que c'est le collaborateur ? Est-ce que c'est l'entreprise ? Vous, qu'est-ce que vous avez constaté ? Sur le télétravail, quand on le met en place par une charte ou un accord, de principe, je refuse en fait la prise en charge. C'est-à-dire que pour moi, comme je demande en fait aux salariés que je laisse la faculté, c'est une possibilité en fait de télétravailler, c'est pas une obligation. Donc comme c'est une possibilité, c'est à lui en fait de s'assurer qu'il a le matériel. Alors là, je vous le fais un peu de manière volontaire, un peu raide. Un peu réglementaire. Voilà, un peu réglementaire, c'est-à-dire que j'ai pas cette obligation-là. Clairement, j'ai pas cette obligation-là. Il n'y a rien qui est inscrit dans le texte de loi disant que vous devez à partir du moment participer. où c'est une faculté, c'est-à-dire qu'en fait, si on découpe intellectuellement, ça serait le salarié doit d'abord se poser la question de savoir si son domicile est éligible, s'il a les conditions de travail pour télétravailler, pour pouvoir en bénéficier. Donc ça, c'est le côté effectivement réglementaire. Après, dans les entreprises, ça fonctionne de manière beaucoup plus intelligente et quand même plus souple que ça. L'idée, c'est si je propose à mes salariés de pouvoir être en télétravail, il faut que je réfléchisse particulièrement à la question du matériel informatique. Je refuse en revanche la prise en charge du matériel de bureau, quand on parlait tout à l'heure table, chaise, etc. Ça, pour moi, c'est non. Par contre, évidemment, de mettre à disposition un PC portable, un casque, une souris, ça, pour moi, ça fait partie de notre obligation. On doit leur fournir, évidemment, le matériel pour qu'ils puissent travailler. Parmi vos confrères de la NDRH, est-ce qu'on voit des grandes tendances se profiler ou est-ce que vraiment les profils sont divers et variés ?
Si je veux être un peu caricatural, je dirais que dans les plus grandes entreprises, c'est négocié parce qu'en fait, il y a des organisations syndicales et des partenaires sociaux parfois qui sont plus aguerris en fait à négocier ça et que les conditions de prise en charge sont plus intéressantes que dans les PME ou les ETI. Et les enjeux en fait financiers sont pas les mêmes, ils vont être plus forts en fait pour une petite entreprise. Donc en général, c'est pas pris en charge. Est-ce qu'il y a une différence entre les entreprises citadines et les entreprises Non. métropoles ? Non, ça je vois pas de différence. En revanche, vous pouvez avoir des différences sectorielles. C'est-à-dire que si on est par exemple sur des secteurs d'activité plutôt IT, cyber, etc., là évidemment, c'est beaucoup plus dans la culture de ces organisations de évidemment tout mettre à dispo et aussi de bichonner un peu les développeurs et autres fonctions IT parce qu'on sait qu'ils veulent travailler de chez eux, que les conditions, il faut quand même pas mal les négocier. Ils peuvent partir ailleurs souvent. Donc là, je pense que c'est plutôt sectoriel. Le salarié, s'il demande un produit qui n'est pas prévu par l'entreprise. Alors là, je vais plutôt vous répondre en mode conseil, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de dogme. Ce qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on arrive en fait à fidéliser nos salariés, qui prennent du plaisir en fait dans leur travail, qui soient satisfaits en fait globalement de leurs conditions de travail. Donc pour moi, il faut étudier au cas par cas. Et en plus, on peut avoir des situations individuelles qui sont très différentes. Donc quand on parle d'ergonomie, là, on revient sur le terrain de la santé-sécurité. Pour moi, ça nécessite vraiment de se poser la question et de voir en fait qu'on peut faire sans dire de tout prendre en charge, mais peut-être qu'il y ait une coparticipation. Alors pour finir, vous venez d'en parler, une des responsabilités des entreprises, c'est de vérifier la conformité de l'espace de travail de ses salariés, notamment pour des raisons de sécurité. C'est facile dans des bureaux. Comment on s'en assure au domicile des collaborateurs, qui est par essence un espace privé ? Vous avez parlé des chartes, attestations sur l'honneur, etc. Mais comment on fait en vrai ? En réalité, on ne peut pas faire beaucoup plus parce que ça reste donc l'espace privé du salarié. Donc, je ne vais pas faire de contrôle. Je ne peux pas débarquer en fait chez le salarié. Je ne peux pas non plus mandater quelqu'un pour le faire. C'est complètement interdit et fort heureusement. Donc ça va vraiment en fait être sur du déclaratif et où parfois ça peut aussi être corroboré par une relation managériale où le manager va déceler au fur et à mesure de la collaboration qu'il y a peut-être soit une dégradation des conditions en fait de travail qui fait qu'on doit se reposer la question soit des conditions soit même du télétravail en lui-même. Et dans les chartes, on a la possibilité en fait, on a ce qu'on appelle des clauses de réversibilité qui fait que le salarié, on peut lui enlever la faculté ou le privilège du télétravail si les conditions en fait sont pas réunies, si on voit qu'il y a une perte de productivité. Si on sent que le salarié se sent pas bien ou s'isole, on a cette possibilité-là. Mais c'est vrai que ce qui peut être difficile, si je reviens sur la partie matérielle, qui est le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est que les salariés ne sont pas forcément revendicateurs. C'est-à-dire que c'est souvent à nous en fait, de leur poser les questions du bon fonctionnement du matériel en fait, adéquat. Parce qu'eux, ils considèrent quand même que c'est déjà une chance de pouvoir télétravailler, clairement. Même si on en entend beaucoup parler, ça ne représente pas tous les... Un salarié sur 5 dans les actifs français. Et voilà, ça, il faut quand même se le rappeler, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler du télétravail, mais ça ne concerne pas du tout tous les travailleurs. Essentiellement le tertiaire. Et donc souvent, ils ne vont pas toujours en fait, communiquer. Et donc ça, c'est vraiment le rôle du manager, d'échanger, de vérifier régulièrement, de poser des questions. Parce qu'on a l'impression que les salariés demandent beaucoup. Non, moi j'aime pas trop en fait qu'on fasse entrer ni les salariés ni les dirigeants d'ailleurs dans des cases. Les relations dans les entreprises, me semble-t-il, en tout cas, sont beaucoup plus équilibrées que ça. Oui, évidemment, parfois il y a certaines entreprises où il peut y avoir un déséquilibre, mais c'est pas ce qu'on vit dans la plupart des entreprises. Et moi qui suis plutôt complètement un DRH de PME, ça fait 20 ans que je suis en PME, vraiment le dialogue est particulièrement important et permet de résoudre quand même pas mal de situations et d'individualiser. Parce qu'aujourd'hui, la question de l'individualisation est très importante, c'est-à-dire que les salariés ont vraiment besoin qu'on s'intéresse à leurs besoins à eux en tant qu'individus, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des singularités qu'il faut prendre en compte. Anthony Contat, un grand merci pour votre témoignage. Il éclaire sans aucun doute nos auditeurs sur l'organisation des sociétés pour la prise en charge de leurs salariés en télétravail. Maintenant que nous avons mieux cerné les besoins des entreprises, voyons comment les distributeurs spécialistes du bureau peuvent répondre à leurs attentes. Sylvie Carré, chez Fiducial Office Solutions, quand et comment est née l'offre pour le télétravail ? Est-ce que c'est avec la crise sanitaire ? Alors non, le travail n'est pas né lors de la crise sanitaire. Le travail à domicile existait bien avant cela, mais il n'était pas aussi massif et encadré qu'aujourd'hui. Les évolutions technologiques de ces dernières décennies ont permis son développement, telles que les connexions Internet rapides, ordinateurs et téléphones portables plus légers et plus performants. Et bien sûr, la crise sanitaire a été un déclencheur du télétravail en masse, où même les entreprises qui n'étaient pas prêtes ont dû s'adapter rapidement. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont concernées, de la PME jusqu'aux grands groupes, avec respectivement
18 et 36% des collaborateurs qui télétravaillent au moins une fois par mois. Et donc chez Fiducial Office Solutions, cette offre existait déjà auparavant ? Elle existait de façon assez partielle parce que c'était pas très très demandé. Bien évidemment, notre offre, elle s'est vraiment constituée après la crise sanitaire avec cette demande qui est arrivée en masse de la part des télétravailleurs, mais également auprès de leurs employeurs. Concrètement, en quoi elle consiste cette offre ? Quelles sont les familles de produits qui sont concernées ? Auparavant, les télétravailleurs s'installaient avec du mobilier existant chez eux. Aujourd'hui, les recommandations des employeurs les incitent vraiment à s'équiper. Alors, selon la dernière étude Actineo, on sait que 76% des télétravailleurs disposent aujourd'hui d'un espace spécialement aménagé pour le télétravail. Donc, plusieurs types d'équipements sont concernés. Le premier sont les postes de travail ergonomiques, plan de travail réglable en hauteur, par exemple, pour lutter contre la sédentarité, comme au bureau finalement. Et les industriels du secteur ont dû s'adapter avec des postes plus compacts, utilisant des matériaux et des coloris plus adaptés aux intérieurs domestiques. De la même façon, pour les sièges de travail, qui proposent tous les réglages ergonomiques que l'on trouve en entreprise, mais avec des formes et des revêtements plus proches de l'habitat. Une autre option est d'accessoiriser en fait un espace de travail classique pour le rendre plus ergonomique, avec des accessoires tels que des plateformes assis debout, des rehausseurs d'écran, des repose-poignets, qui sont des accessoires utilisables sur des tables standards. Et enfin, les équipements technologiques tels que ordinateurs plus compacts, écran déporté, réglable en hauteur du coup, casque anti-bruit pour les visioconférences, et accessoires de connectique et de charge nomade. L'idée est vraiment d'adapter le mobilier existant si le salarié ne souhaite pas faire un achat trop important, d'adapter son mobilier existant pour le rendre plus ergonomique. Et alors une question sensible depuis que le télétravail s'est installé, c'est la prise en charge financière de l'équipement du télétravailleur. Vous, selon votre expérience chez Fiducial, qui paye la facture, les salariés ou les entreprises ? Il n'y a pas vraiment de réponse tranchée et comme l'a dit votre intervenant précédent, cela dépend de la politique de l'employeur en la matière et de la directivité concernant le temps de télétravail. Certaines entreprises effectuent des achats groupés qu'elles redistribuent ensuite à leurs salariés, des sièges notamment ou des équipements technologiques, et d'autres allouent un budget par salarié pour son équipement à domicile. Enfin, certains salariés décident de s'équiper individuellement avec une prise en charge ou non de l'employeur. Alors du coup, en tant que professionnel de l'équipement du bureau, comment on adresse cette clientèle du télétravail ? Est-ce que ce sont des catalogues dédiés ? Est-ce que c'est des sélections personnalisées pour chaque client ? Est-ce qu'on s'adresse aux collaborateurs directement ? Nous n'avons pas de catalogue dédié au télétravail et nous adressons plutôt nos recommandations aux employeurs. Alors, au travers de différents canaux, notre site web où sont disponibles plusieurs contenus tels que des guides d'achat, des livres blancs ou encore des campagnes d'information telles que des webinars au sujet de l'ergonomie et du bien-être au travail, comment bien s'installer finalement qu'on soit en entreprise ou à la maison. Et puis aussi nos commerciaux sur toute la France qui sensibilisent leurs interlocuteurs en entreprise à l'ergonomie du poste de travail, au bureau ou à l'extérieur, surtout aux pertes auxquelles ils s'exposent en n'équipant pas ou en équipant mal leurs collaborateurs, tels que des arrêts de travail ou de la perte de productivité, par exemple. Parce qu'on le sait, on l'a rappelé avec M. Contat, l'entreprise reste responsable de la sécurité du poste de travail de ses salariés, que ce soit au bureau ou à domicile, en effet. Nous avons, nous, au sein de Fiducial Office Solutions, en parallèle de notre force de vente, justement, qui adresse ces décideurs, l'appui de chargés d'affaires mobiliers, qui sont de réels spécialistes de l'aménagement et de l'ergonomie, et qui, justement, vont apporter toutes ces clés à ces clients décideurs pour aller parler d'ergonomie à leurs collaborateurs. Et surtout de les informer des impacts qui peuvent être multiples en équipant mal les collaborateurs. Sur ce marché du télétravail, est-ce que, en tant que spécialiste du bureau, vous ne craignez pas la concurrence de circuits de distribution grand public ? On a déjà vu Maison du Monde ou Ikea qui d'abord séduisent leurs clients, les utilisateurs, mais qui en plus font des incursions dans l'aménagement de bureaux. Effectivement,
À titre individuel, les télétravailleurs peuvent se tourner vers les circuits de distribution grand public. Cependant, quand même, les entreprises qui sont quand même conscientes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de leurs obligations en la matière, vont plutôt les orienter vers des distributeurs professionnels capables de proposer des solutions pérennes, durables, respectant justement les normes et les réglementations en la matière, et puis surtout, en apportant du conseil et du service. De plus, effectivement, notre logistique est un atout supplémentaire qui nous permet, surtout pour des livraisons multisites, lorsqu'une entreprise décide de faire un achat groupé pour redistribuer à ses salariés. Nous avons cette souplesse avec notre logistique de pouvoir livrer sur différents sites et avec une chaîne de commande entièrement intégrée. La commande, le suivi, la livraison est prise en charge sur notre site web. Puis une structure de facturation, etc., qui est plus adaptée aux professionnels peut-être. C'est plus adapté aux professionnels, exactement. Une question qu'on peut aussi se poser, c'est est-ce que finalement le télétravail, ça ne recrée pas un marché également pour l'aménagement de bureaux, avec ce souci de ramener les collaborateurs au sein des locaux de l'entreprise ? Vous avez complètement raison. L'autre effet de la mise en place du télétravail ou du travail hybride, c'est la profonde modification des aménagements à l'intérieur même de l'entreprise. En effet, les espaces qui ont été libérés par les télétravailleurs qui ne sont pas là tout le temps doivent être investis par des zones de travail collaboratifs ou informels, plus de zones d'échange, des locaux plus confortable, plus cocooning, pour inciter justement les adeptes du télétravail à revenir dans l'entreprise. En fait, les salariés qui reviennent au bureau le font essentiellement pour la collaboration en équipe et pour la convivialité avec leurs collègues. Les espaces doivent donc se réinventer dans cette optique. D'ailleurs, nous l'avons vu lors de notre participation au salon Workspace Expo où nous exposions fin mars dernier. Les fabricants font la part belle en fait aux cabines acoustiques, aux produits de classement individuels et nomades, la végétalisation pour se sentir un peu comme à la maison, et aux outils IT nomades qui font partie de tous ces nouveaux besoins et que nous proposons largement dans nos catalogues. Sylvie Carré, merci pour ce partage d'expérience qui parlera certainement à nombre de vos confrères distributeurs spécialistes du bureau. En quelques années, le travail à distance a révolutionné les organisations, c'est indéniable. Mais alors qu'il suscitait beaucoup d'espoir en termes de vente pour aménager le domicile des télétravailleurs, il s'avère que l'investissement des entreprises et des collaborateurs a été moins important qu'espéré. Pourtant, sur certaines catégories de produits, le télétravail a dynamisé le marché, notamment pour l'informatique et les moyens de télécommunication, indispensables à la collaboration aujourd'hui. Sur d'autres familles comme le mobilier de bureau, la mutation est toujours en cours car si les télétravailleurs ne se sont pas massivement équipés, le home office a néanmoins changé la donne. D'une part, certains circuits de distribution B2C qui font des incursions dans l'univers du B2B, créant une nouvelle concurrence. D'autre part, les sociétés remettent en perspective leurs installations avec pour objectif de faire revenir leurs salariés dans leurs locaux. Si c'était cela, au fond, le véritable marché créé par le travail hybride. Fournir les outils nécessaires à la collaboration à distance, mais surtout repenser les bureaux pour refaire de l'entreprise un lieu qui mobilise. Cette émission, comme les précédentes, est disponible en libre écoute sur les plateformes de streaming et surtout sur notre site internet. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Papetier de France PNP. Merci pour votre écoute. C'était le podcast du Papetier de France PNP, le média des spécialistes de la papeterie et de l'équipement de bureau. Retrouvez-nous sur papetierdefrance.com et sur LinkedIn.